Icône, pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne. Le premier processeur informatique vient de fêter récemment ses 50 ans. Ce petit carré recouvert de céramique qu'une majorité de monde tendent à ignorer dans leur ordinateur ou leur téléphone, mais qui a tout simplement révolutionné l'humanité. Si vous êtes débutant ou néophyte en la matière, cette vidéo est faite pour vous éclairer sur l'histoire du composant principal de l'informatique. Générique. L'homme n'a jamais de cesse de vouloir accélérer les choses afin de pouvoir être plus performant et moins coûteux. Le cerveau humain étant un ordinateur à part entière, celui-ci a ses limites de réflexion et de perception des choses. Ainsi, pour compenser ce fait et se faciliter la vie, l'homme créa l'ordinateur. Un ordinateur est composé à la base d'une puce puissante pour la calculation, appelée processeur, qui est le composant principal. Il est fixé à une carte mère avec d'autres composants. C'est le cœur de votre machine. Je ne vais pas partir depuis le tout premier circuit électronique à ampoule. J'ai décidé de me rapprocher du consommateur et de me mettre à son point de vue, en partant du premier ordinateur grand public. Et je resterai uniquement sur le domaine des ordinateurs de bureau. Les téléphones, à mon avis, font partie d'un autre domaine en parallèle. Donc, aujourd'hui, la vie est belle. Nos machines sont toutes plus ou moins performantes et nous permettent plein de choses. Je vais d'abord vous expliquer très simplement ce qu'est un ordinateur et à quoi sert le processeur. Pour les néophytes, voici de manière extrêmement simple de quoi votre ordinateur est composé. À la base, vous avez un processeur nommé CPU, qui veut dire en anglais Coprocessor Unit. C'est une puce qui calcule à plus ou moins très haute vitesse ce que vous lui demandez lorsque vous tapez sur votre clavier. Pour l'aider dans sa tâche, elle utilise une mémoire temporaire qui lui permet de stocker des données qu'elle calcule. Cette mémoire, on l'appelle RAM, pour Random Access Memory. Lorsque votre ordinateur est totalement éteint, cette mémoire est vide. Il lui faut donc de l'électricité pour garder ces données. Donc, pour garder vos données en permanence, même quand votre ordinateur est éteint, vous avez la mémoire du disque dur. En anglais, on appelle hard disk, ou HD. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, celui-ci vous envoie les informations que vous lui demandez sur votre écran en passant par une carte graphique qui, elle, se charge de convertir ces données pour les afficher sur votre écran. Vous avez bien sûr la connexion Internet que votre processeur se charge de questionner et de gérer les réponses de toutes vos demandes. Vous avez aussi une connexion pour votre imprimante, par exemple, et c'est toujours votre processeur qui se charge de lui transmettre les pages à imprimer. Tout ceci est géré par ce qu'on appelle un système d'exploitation, appelé en anglais OS pour Operating System. Votre processeur est donc le cœur de votre machine. Lorsque j'étais jeune adolescent et que je voyais une carte mère d'ordinateur, je trouvais toujours que cela ressemblait à une ville avec ses maisons, ses quartiers, et je me suis dit que je pourrais faire une allusion à ça dans cette vidéo. Vous le verrez assez vite. Pour hyper vulgariser et pour expliquer de manière ultra simple, un processeur est composé de circuits en cuivre ou en aluminium microscopique qui relient plusieurs transistors. Pour imager un transistor, celui-ci ressemble presque à un interrupteur que vous n'actionnez pas vous-même avec le doigt, mais qu'un autre circuit électrique active. Un processeur possède dans son circuit des milliers de ces interrupteurs à l'état microscopique. Lorsque le transistor est activé, il donne un signal électrique que l'on symbolise avec le chiffre 1, et lorsqu'il est inactif, on le symbolise par le chiffre 0. Et vous voyez ces deux chiffres tous les jours sans forcément le savoir. Le symbole allumer-éteindre que l'on appelle on-off, que vous pouvez apercevoir sur bon nombre d'appareils, est un logo créé à partir de ces deux chiffres et qui a subi une évolution graphique. Le rond veut dire éteint et le trait allumé. Le rond étant le 0 et le trait le 1. Toujours par souci de vulgarisation, je ne vais pas rentrer trop dans les particularités des processeurs que je vais parler. Je vais principalement parler du nombre de transistors qu'ils contiennent et de leur vitesse. Cette vitesse du processeur tient principalement sur sa capacité à allumer ou éteindre ces transistors. Cette mesure se fait en Hertz. Le Hertz est une valeur qui définit combien de fois le transistor donne de 0 ou de 1 en une seconde. En informatique, on appelle ça aussi la fréquence d'horloge. Cette fréquence d'horloge, plus elle est rapide, plus le processeur donne de 0 ou de 1 à la seconde. Elle est donc très importante. Avec l'évolution des processeurs, les ingénieurs ont compris qu'il fallait miniaturiser au maximum les circuits pour les rendre plus rapides. Et à force de les miniaturiser, les électrons qui se déplacent sur les circuits se rapprochent de plus en plus des électrons des circuits voisins.
Il en résulte que le processeur chauffe fortement. Donc, par conséquent, on le refroidit fortement avec un système de refroidissement qui va dissiper cette chaleur. Sinon, il grille. Tout commence en 1971. Le tout premier processeur dans le domaine du grand public était le 4004, qui possédait 2300 transistors. Cela peut sembler énorme si vous n'avez pas beaucoup de notions d'électronique, mais attendez la suite, vous risquez d'être étonné. Il y a bien sûr d'autres fabricants de processeurs, mais je vais rester chez un seul fabricant, pour une question de simplicité évolutive. Ces circuits étaient d'une largeur de 0,01 mm, soit 1 centième de millimètre, et sa cadence d'horloge à 740 Hz, donc 740 fois par seconde. Pour faire un comparatif de la suite des processeurs, nous allons imaginer que ce processeur se trouve posé en plein Central Park, dans la ville de la Grande Pomme, et il mesure dans les 3,5 cm. Sachant que Central Park est rectangulaire et mesure 900 mètres de large et 5 km de long, jusque-là, rien d'incroyable, on est bien d'accord. Mais comme je l'ai dit précédemment, les processeurs se miniaturisent avec l'évolution, tout en restant approximativement à la même taille. Imaginons qu'à partir de maintenant, nous ignorons cette miniaturisation, et que le processeur va donc grandir, en gardant les mêmes tailles de circuits que ce premier processeur 4004. J'applique aussi un ratio sur sa taille par rapport à sa cadence d'horloge. Le 4004 servant de base absolue et historique. En 1974, soit 3 ans après, un nouveau processeur sort, le 8080 avec 6000 transistors et une fréquence d'horloge à 2 millions de Hertz, donc 2 MHz. Le saut est énorme pour l'époque, faisant reléguer le 4004 directement à la préhistoire. Déjà presque 3 fois plus de transistors. Et l'horloge qui explose ses capacités en passant de 740 Hz à 2 millions de Hz. Si on le compare avec la puissance du 4004, on obtiendrait une base de 15,5 cm. Je constate déjà qu'à cette époque, certains produits sortaient sur le marché pour être uniquement testés. Le 4004 en était un. Le principe est simple, vous sortez une ébauche du produit pour voir si commercialement ça fonctionne. Sachant que dans vos cartons, vous en avez déjà un qui dépasse tout et qui attend sagement. J'ai inventé un nom pour ce genre de procédé. Je l'appelle la vente proto-commerciale. Et vous en êtes, comme moi, les testeurs. En 1979 sort le processeur 8088 avec ses 29 000 transistors à 5 millions de Hertz, soit 5 MHz. Il aura fallu 5 ans au fabricant pour sortir encore un modèle qui dépasse tout. Près de 5 fois plus de transistors et 2 fois et demi plus rapide avec son horloge. On voit tout de suite la différence avec les deux précédents. En comparant cette puissance, c'est comme s'il mesurait 85 cm à la base. L'avantage de rendre des processeurs de plus en plus rapides et capacitifs en transistors permet aux ordinateurs de gérer de plus gros programmes informatiques de plus en plus élaborés, avec de plus en plus de fonctions. Commercialement, l'avantage est juteux. Les programmes évoluent avec les machines, donc cela force les gens à renégocier l'achat d'une machine régulièrement. Comme déjà dit, il est évident aussi que la puissance du processeur dépend aussi du reste des composants de l'ordinateur, comme sa mémoire de travail RAM. J'ai décidé de ne pas prendre en compte la RAM pour aider la vulgarisation de cette vidéo. Et on imagine que la RAM est au maximum lorsque l'on teste ces processeurs. 1982, le processeur 80286, que l'on appellera juste 286, apparaît dans les vitrines. 134 000 transistors et, suivant le prix que vous vouliez y mettre, des fréquences d'horloge de 6 MHz à 16 MHz. Pour le comparatif, prenons le plus puissant, le 16 MHz. Sur notre carte, c'est comme si votre processeur mesurait plus de 5 mètres carrés. C'était déjà du bon processeur. Pourquoi y a-t-il un choix de vitesse entre 6 MHz et 16 MHz? Les processeurs, lorsqu'ils sont fabriqués, passent une chaîne de tests de vitesse. Lorsque le processeur se bloque, on appelle ça un overclocking. Soit un dépassement de sa capacité de vitesse, qui consiste en une sorte de blocage du processeur qui ne répond plus. Il a alors atteint sa limite. C'est ce qui définit les différentes gammes de vitesse de processeurs. Et évidemment, les plus rapides sont les plus chers. Et on continue notre ascension avec le processeur 386, sorti en 1985, avec ses 275 000 transistors, avec une gamme de fréquences de 16 à 40 MHz. Continuons à prendre le plus puissant à 40 MHz pour le poser dans notre décor. 21 mètres à sa base. Rappelez-vous, le 4004 ne faisait que 3,5 cm. Le calcul que j'ai choisi prend en compte le nombre de transistors par rapport à sa surface et sa vitesse d'horloge. Évidemment, cette formule sert uniquement à mon comparatif visuel, elle n'a pas lieu d'exister, car les processeurs n'ont jamais été de cette taille. En effet, plus l'ordinateur est puissant, plus ses circuits doivent être petits. Car plus le chemin est court, plus vite vous arrivez à votre destination. À cette époque, on remarque déjà, en 15 ans d'existence du processeur, que les capacités sont devenues énormes. Tout ceci était déjà prévisible avec la loi de Moore.
Cette loi définit en gros que dans l'évolution technologique, les ordinateurs deviendraient de plus en plus petits et de plus en plus puissants. En 1989 sort le processeur 486 qui nous fait sauter plusieurs marches dans cette ascension. En effet, 1 200 000 transistors. 1 million de dollars. Avec une fréquence d'horloge de 16 à 100 MHz. On prend toujours le plus puissant et on obtient une base carrée de près de 110 mètres. Le 486 a marqué les esprits de la fin des années 80 par ce saut de puissance de près de 5 fois entre lui et son prédécesseur, le 386. Ces montées en puissance de calcul évolutive avaient un impact marquant sur la société, développant ainsi plus de possibilités d'intégration de l'informatique dans les métiers qui n'en avaient pas, permettant de prendre en charge des tâches que l'homme seul ne pouvait gérer. Aussi la possibilité de concevoir des logiciels jusque-là impossibles à pouvoir être supportés par un processeur. Une reconsidération des postes de métier se faisait uniquement par l'arrivée de logiciels industriels dédiés à certaines tâches. Allez, on continue à grimper l'Everest, suivez-moi. 1993. En grande pompe sort le premier processeur Pentium, qui est en fait le 586, mais oublions cela. On passe alors à 3 100 000 transistors pour une fréquence d'horloge de 60 à 233 MHz. Mettons le 233 MHz sur notre carte de Central Park. La base fait 410 mètres carrés. Ça commence à faire gros, sauf qu'il y eut un couac à sa sortie. En effet, une erreur de calcul du processeur n'avait pas été remarquée lors de la phase de test. Imaginez que vous veniez d'acheter votre Pentium, vous l'allumiez, et vous aviez besoin d'utiliser la calculette. Vous tapiez 4 x 4, par exemple. Vous n'obteniez pas 16, mais 15,99999 périodique. Cela semble pas très grave de premier abord, mais c'était une vraie catastrophe pour le monde informatique. Les bugs de certains logiciels s'alignaient de manière exponentielle. Il fallut créer une correction sous forme de mise à jour système pour corriger l'erreur physique du processeur. À ce jour, je me demande si cette correction impactait aussi sur la puissance de calcul du processeur. 1997, le Pentium 2 sort des usines. On affronte alors une puissance de calcul d'une armée de 7 500 000 transistors, avec une fréquence partant de 233 MHz jusqu'à 450 MHz. Encore un joli carré sur la carte de 1 km 250. Oups, on dépasse Central Park et on rase quelques buildings en passant. Le maire va pas être content. Un scandale surgira alors à la fabrication des Pentium 2. Comme déjà expliqué précédemment, les processeurs sortant de fabrication sont testés sur leur limite de fréquence d'horloge, en partant du plus bas. Dans ce cas précis, cela démarrait à 233 MHz. Sauf que le fabricant, ayant pris beaucoup de retard sur ses livraisons, décida de ne pas faire passer les tests de vitesse à 450 MHz des premiers lots de processeurs, pour les mettre rapidement sur le marché, en tant que 233 MHz. Puis le lot suivant, totalement identique au premier, fut testé jusqu'à 450 MHz sans aucun problème et fut validé. Donc, vous trouviez dans vos magasins une vitrine avec les processeurs 233 MHz et une autre vitrine avec les processeurs 450 MHz. Mais c'était exactement les mêmes. Par contre, le prix, lui, n'était absolument pas le même. Donc vous pouviez acheter le 233 MHz et changer ses réglages pour le mettre à 450 MHz sans aucun problème. Scandaleux. C'est inadmissible. La différence de prix se justifiait par la prise en charge de la garantie du fabricant. Au fait, c'est purement anecdotique. Mais l'espèce de circuit tout brillant que vous voyez sur la coque du processeur, c'était juste un autocollant. Ne croyez pas que c'était votre processeur. C'est uniquement du pur design marketing bling bling. Sorti en 1999 du processeur Pentium 3 avec une légère hausse du nombre de transistors allant à 9 500 000 et qui proposait pour la première fois une gamme de processeurs dont l'horloge dépassait les 1000 MHz, soit 1 GHz. La gamme allait effectivement de 400 MHz à 1,4 GHz. Le plus puissant nous donne ça sur la carte. Je crois que Central Park est à l'ombre et la grande pomme sert de base d'atterrissage à un gros truc carré de 4,3 km. Et même, le processeur dépasse en largeur l'île de Manhattan. Donc, si on compare avec le Pentium 2, évolution moins forte en transistors, mais accélération d'horloge phénoménale. Le Pentium 4 sort en l'an 2000 et commence à marquer une limite, celle de la fréquence d'horloge. Par contre, il peut se vanter d'avoir à son bord 42 millions de transistors prêts à taper des mains à une cadence partant de 1,3 GHz à 3,8 GHz maximum. Donc 4,5 fois plus que son prédécesseur. Pauvres habitants de la planète Terre qui subissent une forme carrée de 24,6 km². Au vu de la taille, Manhattan commence à disparaître. Le Pentium 4 sera la perfection, et le dernier de la série des Pentium, et tiendra la route sur pas mal d'années. Mais j'ai menti, ce ne sera pas vraiment le dernier.
Une variante de ce processeur Pentium 4 est le Pentium 4 appelé Prescott, sorti en 2004 et montant à 3,6 GHz, qui ose déballer ses 125 millions de transistors, soit 3 fois plus que le Pentium 4 classique et 13 fois plus que le Pentium 3. On pose notre P4 Prescott et ça nous donne une base carrée de 40,2 km. À cette époque, les fabricants de processeurs étaient déjà inquiets sur l'avenir de l'évolution physique des processeurs, car on approchait déjà les limites physiques du silicium, le composant de base des processeurs. Pour pouvoir passer cette barrière limite physique, on décida à commencer à doubler le cœur du processeur en lui-même, sur la même puce, ce que l'on appellera un dual-core, double cœur en français. Les deux cœurs travaillant de concert pour s'aider à augmenter la puissance de calcul. Sous cette idée, il sort le premier processeur du genre, le Core 2 Duo avec ses 291 millions de transistors cadencés à 2,4 GHz, donc une base carrée de 41 km, dépassant à peine le P4 Prescott. Mais rappelons-le, le Prescott était le haut de gamme des Pentium, et le Core 2 Duo est le premier de sa série. Les suivants vont monter en flèche. En 2007, on double tout ça sur la même puce et ça nous donne le Core 2 Quad Kensfield avec ses 2 fois 291 millions de transistors et son horloge à 3 GHz. Le processeur Quad regarde le duo de loin avec ses 72 km. En 2008, sort un Core 2 Quad appelé Yorkfield, abritant 2 fois 410 millions de transistors à la vitesse de 3,2 GHz, augmentant sa base à 91 km. Ensuite, la classification des processeurs change de nom et passe en série i3, i5 et i7 respectivement du moins au plus puissant de la gamme. Pour cette vulgarisation, nous resterons toujours sur le haut de gamme de la série i7. Le fabricant décide d'occulter de plus en plus la spécification du nombre de cœurs de processeurs. En 2010, sort le i7 Gulftown avec ses 1 milliard 170 millions de transistors, filant à la vitesse de 3,47 GHz. On pose sa forme carrée de 118 km. L'année suivante, en 2011, sort le i7 Xeon, qui saute encore un record de transistors, en passant son nombre à 2 milliards 270 millions, cadencé à 3,5 GHz. On arrive à une base de 280 km. Je vous rappelle que je ne vous donne là qu'un échantillon de la gamme des processeurs classés i7, en vous donnant les plus puissants. Mais on sent vraiment arriver les limites physiques de cette architecture, car les fabricants décident de plus en plus d'occulter les données de quantité des transistors, ainsi que les cadences d'horloge. En 2023 et depuis 4 ou 5 ans déjà, on sait que les processeurs modifient leur fréquence d'horloge en fonction de l'utilisation pour des questions d'économie d'énergie. Les fabricants ne donnent même plus vraiment les capacités physiques. Nous sommes arrivés très loin en 50 ans. Rappelez-vous le petit processeur 4004 posé à Central Park et le dernier i7 de 281 km. Si nous retournons dans l'idée de miniaturisation, le processeur i7, qui a une échelle de puissance mesure 280 km, mesure réellement 3 à 4 cm². Voilà où en est notre miniaturisation. Une dernière comparaison, le processeur i7 Xeon possède en théorie 990 000 fois le processeur 4004 à l'intérieur. Mais alors quoi ? Sommes-nous arrivés aux limites de notre technologie informatique? Sommes-nous obligés de devoir tricher sur les capacités des machines en doublant les composants indéfiniment? Depuis le début des années 2000, la recherche sur les processeurs quantiques a redoublé. Mais quelle est la différence entre un processeur classique et un processeur quantique? Un processeur classique, comme je l'explique en début de vidéo, est composé de transistors qui transmettent soit 0, soit 1, à une très haute fréquence d'horloge. Les processeurs quantiques fonctionnent différemment, en transmettant 0 et 1 en même temps, ce que l'on appelle un état superposé. Pour obtenir ces conditions à l'état quantique, il faut que la matière du processeur soit refroidie proche du zéro absolu. Donc, une consommation d'énergie conséquente. Mais il s'avère que la puissance de calcul est phénoménale, réduisant nos ordinateurs classiques actuels à de simples calculatrices de bureau. En effet, certains calculs spécifiques qui demanderaient des milliers d'années de calcul à un ordinateur classique ont demandé au dernier prototype d'ordinateur quantique environ 3 minutes de calcul. Le fabricant informatique D-Wave estime la puissance de leur dernier modèle à 100 millions de fois supérieure aux meilleurs PC du marché. L'entreprise Google possède des supercalculateurs de ce fabricant qui ont des processeurs quantiques. Regardez la taille de cette machine. Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Mais malgré la puissance de calcul, les ingénieurs eux-mêmes sont hésitants sur le quantisme réel de leur machine. Il faut savoir que la physique quantique permet en tout cas 2 probabilités d'état de la matière. Mais dès que celle-ci se mesure, elle choisit son camp. Comme s'il s'agissait d'une intelligence artificielle. Rien compris, moi. La physique quantique est très particulière et je ne la développerai pas plus dans cette vidéo. On imagine aussi que la puissance des machines peut être bien améliorée en les laissant sous contrôle d'une intelligence artificielle qui gérerait elle-même ses capacités. Mais cela deviendrait paradoxal car l'IA elle-même utiliserait des capacités du processeur. L'avenir nous le dira. Quand je discute autour de moi sur la puissance des processeurs, beaucoup n'ont pas vraiment la notion de cette puissance développée dans leurs ordinateurs. Bah non, y a pas, je vois pas. Chaque fois qu'un nouveau modèle sort sur le marché, celui-ci n'est déjà plus fabriqué. Vous vivez sur le stock de pièces de fabricants. Bonjour. Le crédit gratuit n'est valable que sur les articles marqués d'un point rouge.
Mais si ce modèle vous intéresse, je suis à votre disposition. C'est le prix à payer pour poursuivre la cadence actuelle de l'évolution technologique. Une grande part de la population ne se rend pas compte des limites technologiques auxquelles nous faisons face actuellement. C'est un combat permanent à celui qui trouvera une solution qui non seulement augmente la puissance de calcul, mais qui consomme le moins possible. D'où le fait de s'orienter sur les processeurs optiques. Comme je le disais en début de vidéo, je mettais les smartphones dans une catégorie à part, car il s'agit en fait aussi et rien que moins qu'un ordinateur glissé dans votre poche. Mais la recherche diffère de l'informatique de bureau dans ce domaine, car cela implique d'autres paramètres de par le fait de sa portabilité. Or je disais donc, les paramètres les plus importants lors de la conception des nouveaux processeurs, c'est qu'ils doivent consommer le moins possible et développer un maximum de puissance. Il semblerait que le but d'augmenter les vitesses de communication permet de rendre certaines options volatiles. Je m'explique. Vous rappelez-vous la première fois que vous avez regardé un film en streaming? Vous vous êtes dit « Waouh, plus besoin d'avoir les films en disque ». Oui, en effet, le côté pratique de la dématérialisation. Les processeurs doivent calculer de plus en plus vite pour assurer un débit de plus en plus rapide. On tend à dématérialiser de plus en plus nos données numériques. Et il serait même possible, dans un avenir pas si lointain, que tout le système de gestion de vos machines soit en ligne. Plus d'installation système, plus de mises à jour qui prennent du temps. Le logiciel système serait chargé instantanément en fonction de votre utilisation intensive ou pas. J'ai parlé du futur numérique dans une autre vidéo appelée Cyberpunk, que je mets en lien. Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous votre futur numérique? Faut-il vraiment tout dématérialiser et confier vos données sur des disques durs à l'autre bout du monde? Imaginez un crash mondial. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite très fortement à vous abonner et liker. C'est très important pour le référencement. Et activez les notifications pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Ciao! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça.